Bienvenue dans le débat. L'opération militaire Epic Fury lancée contre l'Iran est terminée, a affirmé Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Et l'opération Projet Liberté, qui visait à escorter des navires dans le détroit d'Ormuz, est suspendue, a dit Trump. Washington maintient néanmoins son blocus des ports iraniens. L'Iran, de son côté, contrôle le détroit d'Ormuz. Et Israël a lancé une opération dans le sud de Beyrouth. La trêve est donc fragile, mais les négociations se poursuivent entre les États-Unis et l'Iran via le Pakistan. En tout cas, c'est ce que dit le Pakistan sur un mémorandum. Et Washington attendrait d'ailleurs la réponse de Téhéran. La France déploie son porte-avions Charles de Gaulle en direction du golfe d'Aden et se tient prête à agir dans le détroit d'Ormuz. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mission bâtie avec le Royaume-Uni pour fédérer une cinquantaine de pays qui veulent débloquer le passage. La guerre en Iran est-elle finalement un échec pour Donald Trump? Et que dit-elle du leadership américain dans le monde? Pourquoi déployer ce porte-avions Charles de Gaulle en direction du golfe d'Aden? Et puis quelles leçons finalement tirer de cette guerre pour l'Iran et les pays du Golfe, pour Israël ou encore pour l'Europe? Un nouveau Moyen-Orient émerge-t-il? On va poser ces questions à mes invités. Fouad Kourielou est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ancien directeur de L'Orient le Jour, auteur de Le Liban, état de survie, et c'est aux éditions Max Milo. En face de vous, le général Jean-Paul Paloméros, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN. Richard Verly est avec nous ce soir. Bonsoir Richard. Bonsoir Stéphanie. Correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Vous avez beaucoup écrit, là, ces derniers temps d'ailleurs, sur l'Iran et votre livre, Cette Amérique qui nous déteste, c'est aux éditions Mevi Kata. Bienvenue à vous. L'opération Epic Fury, je vous le disais, est donc terminée. C'est en tout cas ce que dit Marco Rubio. L'opération Projet Liberté est-elle suspendue alors que le chef du Pentagone, Pete Hegseth, avait dit que l'objectif était d'escorter les navires justement dans le détroit d'Ormuz? On va écouter Donald Trump. C'était donc le 6 mai, à deux moments différents de la journée. On l'écoute. Nous sommes engagés dans ce que j'appelle une escarmouche, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une escarmouche. Et nous nous en sortons incroyablement bien, comme au Venezuela où la situation a été réglée en une seule journée. Nous obtenons des résultats tout aussi bons, voire meilleurs en Iran. Il faut maintenant obtenir ce qu'on a à obtenir. Si on n'y arrive pas, il faudra aller beaucoup plus loin. Cela dit, ils veulent conclure un accord. On a des discussions très constructives ces dernières 24 heures. Et il est fort possible qu'on parvienne à un accord. Richard Verly, accord. Trump dit que voilà, l'opération Fury, en tout cas Marco Rubio dit, est terminée. L'opération Freedom aussi. Finalement, cette guerre, est-ce qu'il a gagné, Trump, ou au contraire, est-ce que c'est un échec pour le président américain? Alors écoutez, ce qu'il faudra, c'est juger sur pièce lorsqu'on aura le contenu de l'éventuel accord de principe entre les États-Unis et l'Iran. On sait qu'il y a un document qui circule de part et d'autre, qu'il aurait 14 points, qu'il fera au final une seule page. Et pourquoi je dis accord de principe? C'est parce que ce sera le début des négociations. Un accord cadre, une sorte d'accord cadre. Oui, attendons de voir. Le point important pour Trump, et pour répondre à votre question, il y aura victoire, ou en tout cas, il pourra le vendre comme une victoire, si quelque part il y avait marqué en gras sur la page « Ces concessions iraniennes sur le nucléaire sont plus importantes que celles faites à Obama en 2015 ». Parce que c'est ça, en réalité, le curseur aujourd'hui. Pour le reste, militairement, on ne peut pas dire que l'Amérique a gagné, puisqu'elle n'est pas arrivée ni à faire plier le régime encore, ni à le renverser. Et deuxièmement, le détroit d'Ormuz, Trump voulait mettre en place un barrage filtrant, blocus des navires à destination de l'Iran. On laisse passer les autres, il n'a pas réussi. Donc je dirais que tout va dépendre du point de négociation où il arrive. Et a priori, si on en croit la Maison-Blanche, on devrait le savoir dans les prochaines heures. Donc peut-être une victoire tout de même, vous dites Richard Verly. Jean-Paul Paloméros, général, justement sur le plan militaire, des missiles américains de 4 millions de dollars contre des drones iraniens de 25 000 euros. Est-ce que la guerre asymétrique, finalement, ne fait pas de la première puissance mondiale tout sauf un vainqueur? Non, mais pour moi, c'est chronique d'une cacophonie inachevée, si vous voulez. L'inverse de la symphonie inachevée. Chaque mouvement de cette symphonie, qui est devenue une cacophonie, ne se termine pas, si vous voulez. Donc, il y a une première phase. On se dit qu'il va y avoir une campagne aérienne très lourde et très longue
parce que c'est comme ça qu'une campagne aérienne aboutit à quelques résultats, encore a-t-il fallu que les objectifs soient très clairs. Mais même en admettant que l'objectif c'était de monter une pression telle qu'à un moment ou à un autre, le régime chancelle, il tombe peut-être pas, mais il chancelle, raté. Arrêt trop brutal, sans résultat significatif. Et ça, on le mesure maintenant, parce que ça commence à remonter. Le retour d'expérience des frappes, elles n'ont pas été aussi efficaces que ça, mais d'autant plus que quand le cessez-le-feu a été... Vous voulez dire pour vaincre le régime ou sur les infrastructures pour affaiblir très sensiblement l'Iran. Bien sûr qu'on ne reçoit pas des tonnes et des tonnes de bombes sur la tête sans s'affaiblir, mais le régime est résilient. Le détroit d'Ormuz, qui était ouvert avant le début de cette opération, eh bien, s'est fermé comme une huître et maintenant, personne n'a la clé pour le démonter. Les pays arabes qui étaient censés protéger les États-Unis, en fait, se sont montrés très faibles, très fragiles. Ça veut dire que tous les feux sont passés à l'orange, voire au rouge, sans que rien ne soit obtenu. Et je dois avouer que je ne suis pas optimiste sur l'aboutissement de ces négociations. Il faut se souvenir quand même du temps qu'ont pris les négociations pour le JPCO, le fameux, c'était des semaines, et c'est normal, parce qu'on ne fait pas ça à la légère, si vous voulez. Ce dont j'ai peur, vous voyez, c'est que Donald Trump, et j'en ai même pas peur, j'en suis à peu près persuadé, Donald Trump va nous laisser cette partie du monde, on en reparlera, dans un chaos parfait, et il nous dira ensuite, écoutez, c'est plus mes oignons, moi j'ai à peu près obtenu ce que je voulais. Évidemment, il a déjà dit qu'il avait vaincu. Donc moi je considère qu'on est dans une phase très dangereuse, où on mesure que le poids d'un homme, quand il est président des États-Unis, pèse sur l'avenir du monde, ou en tout cas une partie de l'avenir du monde. Donc c'est plutôt un échec pour lui, il est temps d'y réfléchir. Je pense que le fait qu'on envoie le porte-avions, par exemple, c'est plutôt un signe qu'on se rend bien compte que ça ne se passe pas très bien et qu'il vaut mieux être présent. On va en reparler. Il vaut mieux être présent au bon moment, au bon endroit. Mais oui, pour moi, c'est un échec. Fouad Kourielou, pour vous, c'est un échec ou pas? Cette Amérique impériale, finalement, défendue par Trump, est-elle si puissante que cela? Je crois que nous entrons malheureusement dans un nouveau statu quo au Moyen-Orient, mais avec une modification quand même des rapports de force, parce que si on veut essayer de donner un peu de cohérence à ce qui s'est produit, alors les États-Unis ont essayé d'atteindre les 3 objectifs qu'ils s'étaient fixés, le nucléaire, les balistiques et les milices alliées à l'Iran, non pas par la négociation, mais par la force, en essayant d'imposer un rapport de force. Et donc, ils ne sont pas arrivés à 100% et ils n'y parviendront pas. Mais ce qu'ils essaient de faire, c'est d'arriver à un certain niveau et puis de consacrer cela. Donc, ce qui veut dire que l'objectif annoncé par Trump initialement, qui était de faire sauter le régime, ça, c'était, avant tout un effet d'annonce. Et ensuite, si c'est un objectif, ça va être un objectif de très long terme. Là encore, aujourd'hui, et dans les derniers jours, il y a des sanctions qui tombent sur le régime iranien et sur ses membres. Au-delà de ça, donc, ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, c'est qu'on a repoussé l'Iran dans ses frontières, ce qu'il ne veut pas, évidemment, et on essaie de l'y contraindre, de le contraindre à rester là-bas. Ça donne quoi? Ça donne probablement, alors l'avenir le dira, mais probablement une nouvelle politique des axes au Moyen-Orient. Vous avez un axe clair qu'on voit très bien, Arabie Saoudite, Turquie, Pakistan, avec l'Égypte. Et en face de ça, vous avez une montée israélienne qui essaie de profiter au maximum du balancement des rapports de force, avec une alliance avec certains pays de la région, comme les Émirats, lesquels ont été l'objet d'une frappe iranienne récemment. Et donc vous ne parleriez pas de chaos, mais plutôt d'un Moyen-Orient qui se redessine. On essaie de retrouver d'autres rapports de force, mais au sein desquels il y aurait, je pense, l'Iran va continuer d'être cerné pendant un moment, parce qu'on l'a sorti du Moyen-Orient. L'ayatollah Khamenei disait il y a 2 ou 3 ans, nous contrôlons 4 capitales arabes, ça c'est terminé ou en voie de l'être, mais à partir de là, on ne peut pas. Alors le problème que les Américains ont avec l'Iran, il est simple. Soit ils reconnaissent leur défaite et ils se retirent, et ça va toucher à leur statut mondial, donc ils ne peuvent pas l'accepter. Soit ils vont aller jusqu'au bout du travail, ils vont frapper l'Iran avec beaucoup plus de force, ça va provoquer l'effondrement du pays, et ça, ni les Saoudiens, ni les Turcs, ni les Pakistanais ne le veulent, parce qu'ils vont être touchés directement. Ils pourraient aller jusqu'à faire que l'Iran s'effondre, alors que là, ils ont tout de même... La solution, c'est si on ne veut ni
une retraite honteuse, ni provoquer l'effondrement du pays, c'est gérer un nouveau statu quo. Ils auraient les moyens, en général, les Américains, de faire s'effondrer ce pays où là... C'est pas démontré. Sans intervention des troupes au sol, c'est vraiment pas démontré. Les Iraniens se sont très bien préparés. Ce pouvoir a montré sa résilience. Et par des frappes aériennes, et je suis aviateur, j'aurais plutôt naturellement tendance à penser que ça marche bien. Sauf que d'abord, il faut avoir de la constance, ce que n'a pas Donald Trump. Il faut du temps, laisser le temps au temps. C'est au moment où ça commençait à faiblir qu'il a arrêté. Il a décrété un cessez-le-feu quasiment univoque. Au moment où il avait d'ailleurs renforcé les troupes sur place. Il faudrait vraiment une pression permanente les Iraniens ont encore des cartes en main, et en particulier la menace permanente sur les pays du Golfe, qui font que ça me paraît difficile. Et puis les États-Unis, ils ont tout de même aussi des pressions, Richard. D'abord, la base américaine, et pas seulement la base MAGA, parce que je voyais dans les derniers sondages, 60% de la population américaine est toujours opposée à ce conflit. C'est quand même assez énorme. Et puis il y a un coût. Ce qui sort dans le Wall Street Journal aujourd'hui, c'est que ça serait près de 3 fois plus élevé comme coût pour les États-Unis que les 25 milliards affichés par le Pentagone. Donc ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, avec tout de même... je dirais 3 nuances en ce qui concerne les États-Unis. Premièrement, si vous regardez bien toutes les enquêtes d'opinion, j'ai passé un moment à regarder, c'est assez facile sur Internet, il y a des sites qui regroupent tous les sondages américains. Le socle MAGA de Donald Trump lui reste fidèle. Le socle MAGA continue de penser qu'il peut gagner cette guerre, et la raison invoquée pour cette fidélité, c'est que l'Iran est vraiment le diable. L'Iran, c'est le pays contre lequel les États-Unis ont le droit de prendre une revanche après toutes les décennies d'humiliation. Ça n'a pas bougé. Le deuxième élément, c'est que le coût de la guerre, il est réel pour les États-Unis, mais c'est plutôt le coût de la crise économique aujourd'hui qui est important, parce que le coût de la guerre, c'est un coût en munitions, et pardonnez-moi de le dire, ça fait travailler les usines d'armement, et le complexe militaro-industriel ne le voit pas d'un mauvais œil. Et puis le troisième élément pour Donald Trump aux États-Unis, mais qui devient pressant maintenant, c'est le calendrier. Calendrier, on le sait, parce qu'il rencontre Xi Jinping, le président chinois, dans quelques jours, les 14 et 15 mai à Pékin, mais surtout le calendrier qu'il s'est lui-même fixé, à savoir les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Il veut être le quasi César, Alexandre le nouvel Alexandre le Grand, avec un arc de triomphe. C'est difficile de défiler devant un arc de triomphe si vous êtes mis en échec militairement. Général, alors pas de victoire américaine, vous vous dites plutôt un échec pour Trump, mais pas une victoire de l'Iran non plus. La victoire pour l'Iran, c'est de ne pas avoir été vaincu. Si vous voulez, c'est une victoire parce que le régime ne s'est pas écroulé. Visiblement, il était assez bien organisé pour résister. Mais non, je crois qu'il y a, pour l'instant en tout cas, les Iraniens ont plutôt renforcé leur statut régional. Enfin, en tout cas, ils ont montré qu'ils étaient capables de tenir à distance grâce à une véritable dissuasion conventionnelle. Ces missiles balistiques, ça fait peur à tout le monde, et à nous y compris à terme. Donc, ils ont investi dans ces capacités qu'on peut qualifier de dissymétriques, mais elles ne sont visiblement plus dissymétriques, puisque tout le monde est en train de se dire mais c'est quand même vachement intéressant de lancer des essaims de drones, c'est vachement intéressant des drones marins, terrestres et autres. On peut robotiser en quelque sorte la guerre en prenant moins de risques. Et puis il y a tous ces missiles balistiques, évidemment, qui font peser une menace. Et je pense que le fait même, et vous avez parlé de Grand Satan et du rôle de l'Iran, ce qui est paradoxal, c'est qu'en 1991, il faut rappeler un petit peu d'histoire, on est partis tous, d'ailleurs, en croisade contre Saddam Hussein parce que c'était le Grand Satan. Et puis, en 2003, M. Bush est reparti en guerre contre Saddam Hussein parce que c'était le Grand Satan qui, soi-disant, possédait des armes de destruction massive. Et là, on a le Grand Satan des Grands Satans. Et on n'a pas décidé, et vraiment pas décidé, de lancer une guerre contre lui. C'est ça le paradoxe. C'est que si vraiment on croit que l'Iran est le grand déstabilisateur de ce monde aujourd'hui, ou en tout cas d'une partie du monde, eh ben, il fallait se donner les moyens, tout simplement, de le faire, de ce qu'on avait fait en 1991. Ça paraît comme ça. Les Alliés n'ont pas été consultés, et puis de toute façon, ils n'avaient pas l'intention de le faire. C'est pas en ne consultant pas les Alliés qu'on va construire un plan cohérent, comme ça avait été le cas en 1991. Les négociations avec un accord cadre ou mémorandum, selon un petit peu les informations qui nous parviennent via le Pakistan. On va écouter Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, justement, qui en parlait.
L'opération Epic Fury est terminée. Le président en a informé le Congrès. Cette phase est désormais close. Nous passons maintenant au projet Freedom. En ce qui concerne les négociations, je pense que le président a clairement indiqué qu'une partie du processus ne doit pas porter uniquement sur l'enrichissement, mais aussi sur ce qu'il adviendra de ces matières enfouies profondément quelque part, auxquelles les Iraniens auraient toujours accès s'ils décidaient un jour de les déterrer. Il faut aborder cette question. Fouad Kouré-Elou, pour vous, ce qui intéresse le plus les Américains, en tout cas quand on écoute le secrétaire d'État américain, ça reste le nucléaire ou est-ce que finalement c'est le détroit d'Ormuz qui a pris la première position dans les enjeux ? Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, au niveau de l'Iran, il ne faut quand même pas sous-estimer les pertes que le pays vient d'encaisser. On parle de 300 à 400 milliards de dollars, donc c'est la taille du PIB et du pays. Donc se relever de cela, ce ne sera pas évident, sachant que l'Iran a des avoirs en Occident, à l'international, de l'ordre de 100 à 120 milliards de dollars. Il aimerait bien récupérer à l'issue de ces négociations, non ? Oui, mais qui ne représenteront que le quart de ses pertes. Oui. Donc je crois quand même que la question fondamentale, c'est est-ce que l'Iran redeviendra rapidement un acteur, je dirais, actif, si on peut dire, du système régional ou international, ou s'il va être un peu comme Saddam Hussein l'avait été à partir de 1991, limité à un rôle plus neutralisé. Est-ce que l'Iran entre dans une phase de neutralisation tout en restant ce qu'il est ? Par rapport à la question des détroits... Pourquoi ? Parce que le Hezbollah serait en partie détruit, parce que les Houthis n'interviendront plus comme un bras armé, parce que les milices chiites sont affaiblies. Enfin, pourquoi ? Parce qu'il y a une unanimité internationale pour qu'ils ne retrouvent pas ce rôle. Ça, on l'a vu dans les positions des Européens, pas seulement des États-Unis. Et parce que retrouver ce rôle, aujourd'hui, vu les pertes qu'il a encaissées, eh bien, ça demande un effort très considérable qu'il n'est pas en mesure de faire. Alors les Américains disent cela et le président Trump avance cela comme un succès. Bon, alors au-delà de ça, il dit que l'Iran, il faudra 20 ans à l'Iran pour récupérer ses pertes, mais la question fondamentale, c'est est-ce que l'Iran redeviendrait un acteur comme il l'a été dans les 20 dernières années, ou bien est-ce qu'il va être plus neutralisé ? C'est-à-dire avec une volonté d'exporter sa révolution, c'était ça l'Iran ces dernières années. Et avec les moyens de le faire. Donc, s'il n'a plus les moyens de le faire, et en plus, on voit bien qu'il y a un début de déislamisation. Alors, c'est beaucoup trop tôt pour conclure, mais déjà, quand on regarde à Téhéran même, le voile n'est plus un symbole dominant. Donc, et ça, on a parlé dans tous les médias depuis une dizaine d'années, c'est que s'il y avait un affrontement, probablement que le pays... il y aurait moins d'islamisme, mais plus de dictature militaire. Donc, est-ce que nous allons vers ça ? Au-delà de ça, sur la question du détroit d'Ormuz, soit on va trouver un accord rapide. Il faut savoir, en parenthèse, que la fermeture du détroit d'Ormuz affecte fortement la Chine. Et Donald Trump va voir Xi Jinping bientôt. Donc il a quand même cette carte en main face à la Chine. Donc est-ce que c'est un jeu, on appelle ça un billard à 3 bandes, est-ce que c'est un jeu dans lequel les Américains jouent franc jeu et disent réellement ce qu'ils veulent, ou est-ce qu'il y a des enjeux au-delà de cela ? À partir de là, le détroit d'Ormuz, on peut trouver, s'il reste fermé pendant des années, on trouvera des remplacements. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut trouver aujourd'hui une solution à la crise iranienne ou pas ? Ou est-ce qu'on veut rester dans une forme de crise froide à long terme ? Et c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse pour l'instant. Richard, sur les négociations, justement, ces 10 points pour l'Iran, fin de la guerre, garantie contre des futures attaques, droit à l'enrichissement de l'uranium, ça c'est ce que veulent les Iraniens pour du nucléaire civil, disent-ils, réouverture du détroit d'Ormuz. Manifestement, ça fait partie des 10 points de l'Iran, mais sous leurs conditions. Et les États-Unis, en revanche, arrêt des hostilités, réouverture, bien sûr, libre navigation dans le détroit d'Ormuz, et un moratoire ou des limites sur l'enrichissement de l'uranium, un mécanisme de contrôle international aussi, contre alors à l'allègement des sanctions. Donc c'est ça qui fait partie des négociations. Au stade où on en est, on pourrait dire que la question cruciale, d'après ce que j'ai compris, c'est est-ce que l'aspect nucléaire, donc concession significative de l'Iran en matière de nucléaire militaire, est-ce que cet aspect, il va être dans le premier accord de principe, donc dans le document initial, ou est-ce qu'il sera mis sous condition par l'Iran à une libération du détroit d'Ormuz. Au fond, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est immédiatement, on se met d'accord sur un objectif nucléaire, ou est-ce qu'on en parle en deuxième phase ? Si on en parle en deuxième phase, disons les choses, ce sera une victoire diplomatique iranienne, parce que les Iraniens s'engageront dans une négociation longue et adviendra que pourra. Donc, tout l'objectif de Trump, avant d'aller
chez Xi Jinping, c'est d'avoir marqué sur le papier, avec la signature de l'Iran, nous sommes d'accord pour telle concession nucléaire. Ensuite, les détails feront l'objet de négociations. Donc le nucléaire reste numéro 1 dans le nucléaire, le résultat que veut obtenir Trump. Pour redire les choses très clairement, Donald Trump et les États-Unis veulent que les concessions nucléaires iraniennes fassent partie d'emblée de la négociation, alors que jusqu'à présent, l'Iran disant que ce sera dans une deuxième phase, après 30 jours, qui serait d'abord consacrée au détroit d'Ormuz. Donc on va voir le résultat. Et justement, les Américains pourraient-ils faire cette concession aux Iraniens, en général? Sur quoi? Sur le nucléaire. Non, sur le nucléaire. Ce qui est difficile pour Donald Trump, c'est qu'il existait déjà un accord et qu'il ne peut pas se permettre de faire la même chose qu'avaient fait ses prédécesseurs, puisqu'il a dénoncé cet accord. Donc il faut inventer autre chose et on ne voit pas bien quoi aujourd'hui. C'était un accord qui était, on l'a dit tout à l'heure, qui était quand même bâti sur des éléments solides. Des années de négociations. On pourrait discuter les conditions d'inspection, mais globalement, ça avait fonctionné. Donc ça va être très compliqué de ramener les Iraniens. Il n'y a aucune raison pour qu'ils lâchent ça, pas plus que le détroit d'Ormuz. Ils veulent lever des sanctions, les Iraniens. C'est un trésor pour eux maintenant. Oui. C'est une rente potentiellement. Donc comment on les fait lâcher? Par la force, c'est compliqué. C'est la guerre, tout simplement. Il faut appeler un chat un chat. Par la négociation, ça veut dire qu'on commence à transiger. Si on commence à transiger, les Iraniens ont gagné, ou en tout cas cette partie-là. Et la France qui déploie donc son porte-avions Charles de Gaulle en direction du golfe d'Aden. Elle se tient prête à agir dans le détroit d'Ormuz. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'une mission avec le Royaume-Uni et avec une cinquantaine d'autres pays. On écoute tout de suite la réaction du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. C'est la direction de la zone. Vous savez, le Charles de Gaulle, il a un rayonnement du fait de ses équipements, des bâtiments qui l'accompagnent, qui lui permettent de contribuer à des missions défensives. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous l'avons déployé si rapidement au début de la guerre en Iran, en Méditerranée, de manière à ce qu'il puisse, grâce à ses capacités, crédibiliser notre posture défensive pour protéger nos ressortissants, protéger nos partenaires qui étaient pris possible par l'Iran. Général Paloméros, il faut que vous nous expliquiez tout de même le fait que le porte-avions Charles de Gaulle soit déployé vers le golfe d'Aden, que ça reste une démarche défensive. A priori, c'était pour escorter des navires pour passer dans le détroit d'Ormuz. On a vu que les États-Unis n'y sont pas parvenus, puisqu'au bout de 2 jours de leur opération, ils ont décidé de la geler. Oui, c'est encore une fois inachevé. C'est un morceau inachevé. Oui, ça a duré 3 jours. 2 jours. Oui, mais 2 jours. Donc justement, il n'y avait pas de succès. On a vu que le navire de la CMA-CGM, navire français, s'est pris des tirs iraniens. Donc quel rôle va jouer véritablement ce Charles de Gaulle? Ma compréhension des choses, c'est que de toute façon, nous ne voulons pas passer sous commandement américain. C'est trop incertain, c'est trop ambigu. C'est pas que les militaires, entre militaires, ça pose pas de problème. Vous avez bien compris. On ne veut pas passer sous les ordres du Commander-in-Chief et être. Quand vous dites on, vous dites la France. La France et les autres, tous les pays européens. J'en ai pas entendu un seul qui se soit présenté aux portes du détroit d'Ormuz avec un bâtiment quelconque pour forcer le passage. Non. On donne simplement parce que d'abord on a les moyens, ce que malheureusement, par exemple, nos amis britanniques n'ont pas, et ça c'est bien dommage pour la défense de l'Europe, qu'on soit les seuls à pouvoir déployer aujourd'hui un groupe aéronaval avec tout ce qu'il comporte. Le Royaume-Uni n'a plus cette capacité. Elle ne l'a pas démontré, et j'ai peur que ce soit assez artificiel. Donc le porte-avions, c'est déjà, il suit le tempo politique. Et il faut qu'il soit au bon endroit au bon moment, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'il va se positionner tout de suite en mer d'Oman ou même, encore moins d'ailleurs, dans le détroit d'Ormuz. Il n'ira pas là. Mais comme il a cette capacité polyvalente, il peut assurer déjà, et c'est pas si mal, qu'en mer Rouge, ça se passe bien, et y compris voir du côté de Bab el-Mandeb si oui ou non c'est stabilisé, parce que ça permettrait aux armateurs de raccourcir quand même les routes qui ont été largement allongées en passant par le cap de Bonne-Espérance, et ça a un coût aussi. Et puis, donc assurer quelque part la stabilité. Il y a déjà une mission. Assurer la stabilité, pardonnez-moi, général. En mer Rouge. Oui, juste par sa présence. Par sa présence et toutes les capacités qu'il présente et qu'il représente. Il y a déjà une mission... Donc avec des possibilités de tirer, par exemple. Oui, il a quand même 20-25 Rafales, oui. Et son groupe aéronaval a des moyens de missiles et autres pour protéger la flotte ou d'attaque au sol. C'est pas rien, un groupe aéronaval de cette nature. Donc,
il se positionne là, il n'est pas agressif, mais il est là pour faire respecter quelque part une partie de l'ordre international, au moins dans cette partie-là. Et puis après, eh ben, il est prêt pour la suite. Et personne ne la connaît, cette suite. Quelle est la suite? Eh ben, c'est justement, on prépositionne nos pièces, si vous voulez, pour pouvoir saisir une opportunité. Admettons que demain, ils disent, bah oui, on a établi un cessez-le-feu et le détroit d'Ormuz, bah, on va faire moitié-moitié, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais il faudra bien que quelqu'un le fasse respecter. À ce moment-là, nous, en tierce partie, en quelque sorte, n'ayant pas pris parti à la partie offensive de la campagne de Trump, donc on peut être un bon, enfin l'Europe peut être un bon partenaire de cette nouvelle donne dans ce détroit d'Ormuz en particulier. Richard Valli, mais ça veut dire tout de même escorter des navires ou garantir qu'il y ait une libre circulation? Garantir qu'un cessez-le-feu qui aurait été agréé par les deux parties puisse être respecté. Oui, il y a eu un changement de langage important hier du côté de l'Élysée, parce que jusqu'à maintenant, donc vous savez que tous les préparatifs ont été faits pour une éventuelle opération d'escorte de navires marchands dans le détroit d'Ormuz. Donc les plans ont été faits, les Européens ont fait les préparatifs, j'imagine qu'ils ont identifié, enfin c'est même sûr, les navires qui participeront, les nations qui participeront, d'ailleurs peut-être certaines extra-européennes. L'élément nouveau, c'est qu'on ne parle plus maintenant d'un déploiement après la fin des hostilités, mais d'un déploiement possible si des garanties sont données. Ce qui n'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de trêve actée, signée, il n'y aurait pas peut-être même de cessez-le-feu, mais il y aurait une garantie donnée par les deux parties, d'un côté l'Iran, de l'autre les États-Unis, que personne ne tirera sur les navires qui franchiront le détroit d'Ormuz. Et sur la base de ces garanties, les Européens sont désormais prêts à intervenir. C'est quand même un changement significatif. Ça veut dire que les Iraniens et les Américains seraient d'accord? Oui, pour confier la gestion, on peut dire, pour confier la gestion du détroit d'Ormuz temporairement aux Européens. Donald Trump a quand même nous a poussé à plus d'autonomie et à plus d'engagement. Donc on le prend au pied de la lettre, en quelque sorte. Fouad Khouri-Elou, comment vous percevez justement cette Europe, cette France dans ce conflit? S'il n'y a pas de solution idéale au conflit, il va falloir une solution qui n'est pas idéale, qui va être la gestion d'une forme de statu quo. Et si on arrive à une forme de statu quo, où l'Iran aura quand même réduit un peu sa voilure, hein, et bien, dans ce cas, ça redonne un rôle justement aux autres puissances qui, elles, ne sont pas belligérantes et qui donc peuvent être acceptées par les deux. On parle de ça au Liban aussi. Il y a des bruits médiatiques en ce sens-là. Donc, c'est une sorte d'interposition. Ils vont s'interposer entre les belligérants pour réguler un peu un nouveau statu quo. Alors, on parle de la Turquie, on parle de l'Égypte, on parle beaucoup de la France aussi. Donc, voilà. Est-ce que l'envoi de ce porte-avions est une introduction à cela? Parce que finalement, on se demandait dans les dernières semaines, mais où est le rôle de la France? Eh bien, alors, s'il y a finalement une recherche d'un nouvel équilibre imparfait, alors elle retrouve un rôle parce qu'elle peut parler à tout le monde. C'est un peu ça l'avantage de la France. Général, donc elle retrouverait un rôle dans cette région du monde, la France avec... Oui, mais l'idéal, ça serait qu'elle entraîne avec elle suffisamment de partenaires, qu'ils apportent des moyens spécifiques. Donc là, on parle d'une cinquantaine, mais qu'apportent-ils les autres? Qu'on démontre, si vous voulez, aux deux parties qu'il n'est pas, entre guillemets, admissible que toute l'économie d'un certain nombre, pratiquement mondial, soit affectée par la décision ou de l'Iran ou de Donald Trump de bloquer, entre autres, de bloquer ce détroit d'Ormuz. Et donc, il faut montrer un tout petit peu qu'on est là, qu'on est présent et qu'il y a une pression de tous ces pays-là et peut-être de plus grands pays. Vous parliez de la Chine tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir que la Chine elle se décide. Je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, la Chine, on l'entend peu. Elle veut une libération de ce détroit d'Ormuz. En elle veut une liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz. C'est pas impossible. La Chine. Je réfère à ce qu'on a appris de l'Élysée lors d'un briefing pour la presse. Il n'est pas impossible que la Chine participe à une future opération de sécurisation du détroit d'Ormuz menée par les Européens. Donc on parle de quoi? On parle, mais là je parle sous le contrôle du général, on parle de convois de navires marchands. Il y en a quand même 1500 qui sont bloqués dans le golfe Persique. 1500 navires à évacuer. Donc voilà, les escorter pour l'évacuation en fait. Encadrés par des navires de guerre, et ces navires de guerre feraient bénéficier aux convois de leur protection antiaérienne et surtout d'un aspect dont on a déjà parlé, c'est, d'après ce que j'ai compris, les Européens sont mieux équipés que les Américains pour la détection des mines, en particulier parce qu'il y a toujours ce risque de mines qui empêcherait le trafic dans le détroit.
Qu'est-ce qui empêcherait les Iraniens de mettre un péage, finalement, pour faire passer les navires dans le détroit d'Ormuz? C'est bien leur intérêt. Ça serait... c'est un peu comme le canal de Suez, si vous voulez. On va se retrouver confronté au fait que pour passer au cap de Bonne-Espérance, il va falloir payer un passage. Je plaisante pour l'instant, mais qui nous dit que tous ces accès, finalement, ça donne de l'appétit. Puis comme Donald Trump, il a montré un peu l'exemple où les Américains au Panama, faut se dire, il y a peut-être un peu d'argent à se faire. Voilà, c'est à nous de voir si, oui ou non, enfin, plutôt à Donald Trump, puis à nous ensuite, de voir comment on débloque ce détroit d'Ormuz, qui est quand même vital, enfin, qui devient vital pour toute notre économie, et même dans le principe du droit international, s'il existe encore. Et qui était au cœur donc de ces négociations. Quelles leçons finalement peut-on tirer déjà de ce qui vient de se passer? Est-ce qu'un nouveau Moyen-Orient va émerger? Fouad Kouri-Elou, on a vu déjà dans les pays du Golfe que les Émirats arabes unis sont sortis de l'OPEP, donc une espèce de velléité d'une nation qui veut travailler différemment, s'est rapproché d'Israël dans le cadre des accords d'Abraham, qui voulait être beaucoup plus dur à l'égard de l'Iran que l'Arabie saoudite. Est-ce que dans le Golfe, il va y avoir une redéfinition post-conflit? Si l'Iran reste un front antagoniste, ces pays-là vont devoir se reporter vers l'ouest, je dirais, donc chercher des voies de sortie, d'abord pour leur pétrole et ensuite des alliances potentielles. Donc quels sont les alliés potentiels pour un pays comme l'Arabie saoudite régionalement? Il y en a deux, c'est soit Israël, soit la Turquie, qui sont eux-mêmes des rivaux stratégiques, qui l'ont bien exprimé durant ce conflit. Il y avait les Turcs qui faisaient des déclarations successives de quasi-belligérance face aux Israéliens. Donc, c'est là où les États-Unis vont devoir jouer aussi un rôle pour tempérer cela. Sinon, vous allez avoir une émergence d'axes contradictoires dans la région et tous les pays un peu plus faibles, comme la Syrie, comme l'Irak, comme le Liban, paieraient le prix. Donc, c'est là les États-Unis se désengageraient. Alors, il faudra peut-être que l'Europe le fasse, mais il faudra trouver un compromis entre si l'Iran retraite, si l'Iran recule, il y a l'émergence d'autres forces. On parle d'Israël, de la Turquie, entre autres. Et là, il va falloir gérer ce nouveau rapport de force pour empêcher que ça donne une nouvelle conflictualité, justement, que ça plutôt emmène la région vers la paix. Richard, parce que les États-Unis, c'est aussi parce qu'il y avait des bases américaines dans ces pays qu'ils ont été visés par l'Iran. Donc, est-ce que finalement l'Arabie Saoudite va aussi renégocier avec les États-Unis les accords de défense? Je ne parle même pas des autres pays du Golfe, comme le Bahreïn. Ça va changer, ça va transformer cette relation avec les États-Unis, ce conflit? De toute manière, il y aura des leçons à tirer. Et une leçon principale, c'est que les pays du Golfe, ceux qui sont donc à l'intérieur du Golfe Persique, donc on peut les citer, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït, le Qatar, ceux-là, ils ont compris qu'ils sont très vulnérables. Ils le savaient, mais ils ont compris deux choses. D'abord, quand même, que le bouclier antiaérien fourni par les équipements américains est assez efficace, même presque très efficace dans le cas des Émirats arabes unis, mais il coûte très cher et c'est pas durable. Donc cette vulnérabilité, ils savent qu'ils vont devoir vivre avec l'Iran, donc il faudra bien trouver une solution. D'autre part, ils ont quand même une forme de revanche à prendre. Ils ont été visés par l'Iran. Donc que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont décider d'oublier cette phase en la mettant sur le compte de la guerre, ou est-ce qu'ils vont à un moment donné, faire sentir à l'Iran le poids de leur domination économique. Parce que, comme cela a été dit, l'Iran va subir des dégâts et une nécessité de reconstruction qui va coûter très cher. Là, on n'y voit pas clair. Pour l'Arabie saoudite, pour moi, le point peut-être le plus important, outre l'axe que vous avez évoqué tout à l'heure avec la Turquie, avec l'Égypte notamment, c'est la Chine. L'Arabie saoudite est déjà devenue un partenaire stratégique de la Chine depuis quelques années. Et l'Arabie saoudite, au fond, elle a peut-être intérêt à se dire que tant que Donald Trump, j'allais dire, et son clan et les siens sont au pouvoir à Washington, mettre quelques œufs ou davantage d'œufs dans le panier chinois, c'est peut-être pas si stupide. La Chine prendrait les devants après ce conflit général. Qu'est-ce que ça dit du leadership américain, de ses relations avec ces différents pays aujourd'hui? Si vous voulez, mon sentiment, c'est que les États-Unis étaient en manque, tel que je l'ai vécu quand j'y étais en 2014, étaient en manque d'une certaine vision, d'une certaine politique étrangère, un manque qui ne fait que se confirmer, mais dans le plus grand désordre.
les uns parlent, les autres parlent. Il n'y a pas un axe très clair. Bon, l'axe, est-ce que ce n'est pas le désengagement quand même? C'est ce qu'a affiché Trump. Personne, moi je ne pensais pas en tout cas qu'il partirait en guerre, parce qu'en mettant tout sur la table, ça ne paraissait pas raisonnable. Il l'a fait. Bon, certains diront qu'il avait du courage, de la témérité. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas eu la volonté, mais ça je l'ai déjà dit, d'aller plus loin, d'aller à un moment où vraiment l'Iran... Je suis d'accord avec vous, l'Iran est affaibli, mais il faut se méfier d'abord d'un pays qui est affaibli, et il a encore les moyens de faire très mal. Donc... oui, il y a un vrai problème interne aux États-Unis de définition d'un équilibre. Et si vraiment les États-Unis, ce qu'ils montrent aujourd'hui, veulent intervenir dans les affaires du monde, qu'ils essayent de l'organiser et de compter sur leurs alliés plutôt que de les critiquer, voire les insulter, parce que c'est quand même ce qui s'est passé. J'attends avec une petite impatience quand même le prochain sommet de l'OTAN en Turquie, justement. De voir si Donald Trump va mettre, jusqu'où il va aller dans cette... Il est question maintenant que les États-Unis quittent l'OTAN. En général, c'est ce qu'il a dit, c'est ses dernières déclarations. C'est pas les 5000 hommes qui le retirent d'Allemagne qui vont changer vraiment la donne. C'est pas ça. Le sujet, c'est est-ce qu'on y croit encore? Est-ce qu'il y croit encore? Et ça, n'y croyant pas forcément, évidemment, les autres pays de l'OTAN sont obligés d'y réfléchir. De se dire comment on va faire si vraiment Donald Trump pourrit, entre guillemets, cette alliance, même s'il y reste. Ça veut dire un pilier européen de l'OTAN qui se renforce, c'est ça, on va vers ça. C'est un peu ce qu'on essaye de faire depuis des années. Ouais. Un mot sur le Liban, il nous reste 5 minutes, Fouad Kourielou. Justement, Israël, est-ce qu'il y a des élections cet automne en Israël? Est-ce que là, la relation, en fait, quel est l'impact finalement en Israël de ces mois de conflit? Les analystes au Liban sont assez pessimistes et pensent que Israël et Netanyahou en particulier a intérêt à maintenir la tension jusqu'aux élections. Pourquoi? Parce que l'électorat israélien a près de 80% aujourd'hui et en faveur de la poursuite de la guerre et d'asséner au Hezbollah des coups absolument fatidiques. Alors que, est-ce qu'Israël en a les moyens, sachant que c'est pas seulement au sud, au Liban sud, que ça se passe, donc à la frontière nord d'Israël. Il faut aller jusqu'au nord du Liban, donc il faut avancer de 200 km. C'est une opération militaire très complexe et il faut faire entrer éventuellement des acteurs comme on a parlé à un moment donné d'une menace de faire entrer la Syrie dans le jeu. Alors, ce qui pose toute une autre problématique, c'est parce que vous avez la Turquie qui est là aussi en Syrie. Donc je pense qu'au final, ce qu'on peut craindre, c'est que la tension se poursuive jusqu'à la fin de l'année, premièrement. Deuxièmement, qu'Israël tente de détruire le maximum de choses au Liban Sud et de prendre des gages de négociation. Il y a des gages de négociation économiques aussi, parce qu'il y a du pétrole et du gaz dans la mer en face de la région qu'Israël occupe. Et après ça, de revenir à une posture de négociation avec des acteurs régionaux qui sont déjà entrés en scène, comme l'Arabie Saoudite qui est entrée en scène au Liban. Et je pense que la France, la Turquie, l'Égypte, ce sont des pays qui vont avoir de nouveau un rôle à jouer, mais pas immédiatement, malheureusement. Pourquoi vous dites malheureusement? Parce que nous allons avoir encore une période d'instabilité avant cela. Forte, vous pensez? J'espère pas forte, mais tout le monde le craint. Tout le monde le craint au Liban. Et sur la relation entre Israël et les États-Unis, est-ce que ça peut changer? On sent que l'opinion tourne un peu aux États-Unis. C'est ce que en tout cas les enquêtes d'opinion montrent. Écoutez, aux États-Unis, en tout cas, du côté MAGA, du côté du camp de Donald Trump, puisque c'est quand même ce qui importe en ce moment en vue des élections de midterm de novembre, est-ce que ce camp va vaciller? Une partie, on pense aux gens qui sont derrière Tucker Carlson, Joe Rogan, des influenceurs très puissants, une partie de cette opinion-là américaine pense que les États-Unis mènent la guerre d'Israël. Ça a été dit. Et donc là, il y a une fraction MAGA qui s'interroge sur le rôle que les États-Unis ont à jouer et sur le fait que Netanyahou, pour faire simple, a manipulé Donald Trump. Et à un moment donné, plus on va s'approcher de l'échéance des midterms, alors bien évidemment, il faudra voir quel sera le résultat de la négociation avec l'Iran. Mais plus ça va devenir tangent pour Trump, plus il va être obligé de tordre le bras de Netanyahou et de montrer qu'il est le patron et que c'est lui et que personne ne lui impose rien. Donc je dirais sur le moyen terme jusqu'au mois de novembre, a priori, on peut penser que les États-Unis vont imposer davantage de conditions à Netanyahou parce que c'est l'intérêt électoral de Trump. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a aussi une élection en Israël. Donc, mais Trump a quand même besoin de montrer qu'il est le patron et que c'est pas Bibi Netanyahou qui le mène par le bout du nez.
Or, une partie de l'électorat américain pense cela. Général, là-dessus. Oui, non, mais je suis Oui, d'accord vous êtes avec d'accord. ce qui vient de s'être dit. Et sur la France, justement, qui devrait, quand Fouad Kourielou dit qu'il déplore que la France soit pas plus investie, La France, vous le savez mieux que moi, mais au Liban a une longue histoire pour le moins. Et pour l'instant, elle n'est pas bienvenue par un des deux protagonistes aussi. Donc, c'est difficile, oui, Israël. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un devoir, je dirais, un droit et un devoir de continuer, de persévérer. Parce que Netanyahou n'est pas immortel, etc. Il y a des élections, aussi, ça existe dans des pays démocratiques. Et puis qu'on a, je crois, encore une carte à jouer. Oui, on fait partie, c'est un peu le contrepoint de ce qui se passe avec l'Iran. Ben, le Liban, ça reste quand même un pays qui est proche, dont on se sent proche et qu'on aimerait bien arriver à aider, à stabiliser. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop comment. Mais il y a un moment où je pense que sur l'échelle internationale, on pourra peut-être arriver à lui redonner le rôle qui a été le sien pendant des années, voire des siècles. Merci beaucoup, Général Paloméros, Fouad Kourielou. Merci Richard Verly. On se retrouve lundi prochain. Restez sur France 24 et merci à tous en régie.